accueillir dans cette deuxième partie de matinée. La première partie était consacrée au projet alimentaire des territoires de Loire-Atlantique. Nous avons effectivement travaillé avec l'ensemble des acteurs qui portent aujourd'hui les projets alimentaires sur le département de Loire-Atlantique. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité une deuxième partie qui fasse écho d'une part à la première et qui permette aussi d'ouvrir à un certain nombre d'acteurs du territoire de Loire-Atlantique avec qui nous travaillons habituellement sur les sujets d'alimentation, de sécurité alimentaire, puisque c'est le sujet de cette deuxième partie de matinée avec notre invité, Stéphane Linou, qui va effectivement nous présenter ce sujet autour de ce qu'on va appeler résilience alimentaire et sécurité nationale. Je vais laisser la parole 30 secondes ou une minute à Hugo pour peut-être introduire cette deuxième partie de matinée. Déjà, à mon tour, vous souhaitez la bienvenue à l'hôtel du département. On a déjà bien défriché les sujets depuis un an et demi, voire 2 ans. Et puis ce matin, dès 8h30, nous étions rassemblés ici, les élus et les techniciens en charge des projets alimentaires, pour avancer sur ces questions-là. Je suis très heureux aussi de constater que des élus départementaux se sont déplacés, que des organisations sont ici. Et je crois beaucoup à l'interaction, au partage d'informations, à vivre les choses en commun pour avancer. Et je crois que ce temps-là, il est non seulement pour avoir la parole d'un grand témoin sur un sujet qui nous concerne tous, mais aussi pour discuter ensemble et vivre des choses ensemble. Alors la vulnérabilité des territoires, c'est un thème qui monte dans la société française. Au département de Loire-Atlantique, le président Michel Ménard, en lien avec la vice-présidente Chloé Girardot-Moitié, ont souhaité lancer une stratégie d'adaptation de ce territoire. Alors, à voir derrière comment on décline cela. Nous sommes au travail. Et je crois que ce sujet, il est au cœur justement du travail qu'a mené Stéphane Linou depuis maintenant une vingtaine d'années, disons. Donc vous êtes un ancien conseiller départemental de l'Aude, il faut le souligner, conseiller municipal, donc vous avez une expérience quand même locale des politiques publiques. Vous êtes un pionnier du mouvement locavore. Et puis dernièrement, petite dernière nouveauté, je suis autorisé, je crois aujourd'hui à le dire, vous êtes officier sapeur-pompier, donc vous avez aussi cette expérience des SDIS aussi et de l'activité des pompiers en charge de la résilience alimentaire et de la sécurité civile. Et vous êtes aussi expert en lien avec le CNAM, donc aussi en lien avec le monde universitaire. Donc vous avez produit un mémoire, vous allez sans doute nous en parler, qui a reçu un prix, celui des forums des risques majeurs. Et puis vous avez contribué à faire avancer ce sujet, notamment au Sénat, en lien avec l'action d'une sénatrice de l'Aude. Vous avez formé des élus locaux à ces questions, et je crois que c'est là tout l'intérêt de votre travail, c'est que on est au-delà des clivages, on est au-delà parfois des étiquettes que l'on porte, parfois à nos dépens. Je crois que ce sujet concerne toutes et tous et que vous avez formé des élus locaux comme des présidents d'AMF locaux, comme des chambres agriculture, consulaires, chambres des métiers et de l'artisanat. Vous avez aussi pu parler devant le ministre. Donc c'est un travail qui concerne encore une fois tout le monde. Voilà, je ne serai pas plus long, je laisse la parole à Stéphane qui va pouvoir vous présenter aujourd'hui son travail. J'ai plus l'habitude là ici de parler devant une assemblée départementale, mais pas que aujourd'hui. Merci au conseil départemental de Loire-Atlantique de m'avoir invité pour vous exposer en fait quelque chose que je n'ai pas inventé. J'ai tout simplement dépoussiéré le plus vieux sujet du monde. C'est tout simplement le lien qu'il y a et qu'il y a toujours eu, entre l'alimentation et la sécurité. Donc Hugo Bessière avait eu l'occasion de m'écouter quelques fois
dans le cadre de réunions ou de contributions, soit publiques, soit un peu plus privées, sur ce sujet qu'en fait on a à peu près oublié depuis une soixantaine d'années, depuis qu'on est en totale ébriété énergétique. On est bourré en fait. Mais oui. On est bourré, on parle de sobriété, mais en fait, pourquoi on parle de sobriété? Parce qu'en fait, on part de l'actuelle ébriété. On n'a jamais eu autant d'énergie à notre disposition, encore, pas chère, accessible, qui nous permet d'avoir des services quasiment illimités, qui font qu'on a une espérance de vie assez importante, des objets, de la nourriture, des déplacements, tout ça, mais uniquement basé, pas que sur notre génie. On peut dire, ouais, le génie humain, on le mérite. Ben non, c'est d'abord parce qu'on a une énergie encore accessible, basée sur, bien évidemment, les énergies faciles, les énergies fossiles, qui nous permettent d'avoir tout ça. Mais entre-temps, cette énergie magique, facilement accessible, nous a quelque part fait oublier l'espace et le temps. Énergie, espace, temps. On en revient toujours. Toujours à ça. Lorsqu'on n'avait pas trop d'énergie à notre disposition, on devait faire avec notre espace. Notre espace, nos territoires, on a retiré notre subsistance. Parce qu'on ne pouvait pas faire venir des produits de loin ou aller les chercher loin. Donc du coup, nos territoires, on devait les ménager plutôt que les aménager comme on fait maintenant. Parce qu'en fait, si on ne les ménageait pas, si on prélevait trop, si on exploitait mal, eh bien l'année d'après, on avait moins. Donc quelque part, lorsque l'on retire sa subsistance d'un endroit, on est obligé d'avoir des pratiques culturelles ou autres respectueuses de ces endroits-là, sinon on a le retour de boomerang de suite. Mais en fait, depuis qu'on a accès à ces énergies magiques qui nous font oublier le territoire, en fait, on ne fait plus le lien entre acte et impact. Il n'y a plus le lien entre acte et impact. Donc du coup, lorsqu'on achète quelque chose ou autre, on ne voit pas les impacts qu'il y a par rapport à ces achats, ou ces surachats, cette surconsommation, puisqu'on n'a pas la sanction sous les yeux. Donc loin des yeux, loin du cœur. Ça veut dire qu'entre-temps, comme on ne retire plus notre subsistance de notre territoire, eh bien en fait, on peut se permettre de faire autre chose. Donc artificialiser, sururbaniser et tout ça. De toute façon, on s'en fout, la bouffe, on la fera toujours venir de quelque part. Donc en fait, ça, c'est ce que l'on pense depuis qu'on est bourré. À ces énergies magiques, faciles, qui font que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo a pu très clairement s'exprimer à partir du moment où on a découvert et exploité ces énergies faciles, charbon, pétrole, qui ont fait que, le transport maintenant, il ne coûte plus rien. Donc du coup, dans nos territoires, on va pouvoir se focaliser sur les productions sur lesquelles se sentent les meilleurs. Et dans le même temps, on va pouvoir abandonner les productions sur lesquelles se sentent les moins bons. Donc en fait, cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo a fait qu'on a pour un territoire une ou deux productions phares. Qui fait qu'en fait, on est doublement donc adossé à des flux, un double flux, un flux qui va vers l'extérieur pour envoyer les productions sur lesquelles on s'est concentré, et un flux intérieur pour faire venir des productions qu'on a décidé d'abandonner. Donc en fait, ce sont des doubles flux qui sont quelque part des chances pour l'efficacité, on va dire, des territoires,
mais qui sont des chances tant que tout va bien, tant que ces flux ne connaissent pas de perturbations. Mais ces flux peuvent devenir un handicap si ces flux-là connaissent une dégradation quelle qu'elle soit. Cyberattaque sur la chaîne logistique, par exemple. Grève qui s'éternise. Pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement ou autre. Donc en fait, à partir de la grande accélération de la spécialisation des territoires, issue des énergies faciles, à partir desquelles l'idéologie néolibérale a pu s'exprimer, et notamment avec cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, et bien à partir de ce moment-là, ça a été la grande accélération donc dans cette spécialisation qui a fait que nos territoires se sont transformés en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais de gaieté de cœur, ce n'est pas choisi, c'est suite à des accidents, maladies, vieillesse ou autre. Là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés. Pour arriver aujourd'hui à avoir une autonomie alimentaire dans chaque territoire égale à peu près à 2%. C'est-à-dire que 98% de ce que l'on consomme, que ce que l'on met dans notre assiette, on le fait venir d'ailleurs, d'autres territoires. Mais dans le même temps, 97% de ce que l'on produit sur ces mêmes territoires est envoyé ailleurs. Donc voilà, il y a ces doubles flux et double, quelque part, maintenant, vulnérabilité. Donc en fait, j'idéalise pas un temps où l'espérance de vie était plus faible, c'était pas Byzance ou autre. Mais en fait, avant cette hyperspécialisation des territoires, nos territoires étaient quelque part, il y avait une organisation minimale pour que il y ait en fait comme un filet de sécurité alimentaire territorialisé, issu d'une co-construction entre les individus et les collectifs. Et ça a été, on va dire, organisé, mais bien longtemps avant, par exemple, le Moyen-Âge, parce qu'en fait, en tant qu'espèce, sapiens, on a commencé par courir après la nourriture. Lorsqu'on était chasseur-cueilleur, notre ventre allait vers la nourriture, allait prélever des végétaux, chasser des animaux qui eux-mêmes couraient après les végétaux et tout ça. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins 10 000, 12 000 années. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes autour de notre ventre, collectivement, on s'est regroupé en communauté. C'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on s'est dit, de cette colline à cette colline, c'est à nous. Donc en fait, c'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc il y avait des stocks, il y avait des outils, transformation, il y avait des aménagements collectifs, d'irrigation, foncier, tout ça, collectif. Donc après que notre ventre ait couru après cette nourriture, après qu'il l'ait faite pousser autour de lui, autour de son ventre, autour du ventre, cette nourriture, et après que cette nourriture l'ait collectivement sécurisée autour de notre ventre, et bien maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'on est maître de tous les maillons de cette chaîne alimentaire, sur le est-ce que ça va durer comme les impôts, sur le est-ce qu'il y a des plans qui s'en occupent ou autre. Non, on fout encore, on est bourré. On se dit, la France en plus, pays exportateur, bon, heureusement qu'on a le cognac pour équilibrer la balance commerciale. Et puis bon, les montagnes, les stocks de beurre au niveau européen, c'était il n'y a pas longtemps. Donc du coup, et puis bon, de toute façon,
on gère plus actuellement des problèmes liés à l'abondance qu'à la pénurie. Les cabinets de diététiciennes, ils sont pas remplis par des gens qui viennent demander aidez-moi à m'organiser si un jour il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés. Non. C'est à part des pathologies spécifiques où il faut un régime particulier. C'est aidez-moi à choisir à travers toute cette abondance. Et je deviens malade. Je développe des maladies dites de civilisation. Obésité, diabète ou autre. Donc en fait, on est plus, dans nos pays, préoccupés par les excès de nourriture que sur un éventuel non-accès. Alors qu'on ne pensait qu'à ça. S'il y avait par exemple une machine à remonter le temps, on revient au Moyen-Âge à peu près, on dit voilà, on va voir nos ancêtres là, et on prend un magazine que l'on a, par exemple, Que choisir. Le simple fait qu'il existe des magazines qui s'appellent Que choisir, ça prouve bien qu'on est encore dans des sociétés d'abondance. Ça s'appelle pas, si même si ça existe un peu, ça s'appelle pas je dois me démerder avec ce qu'il y a, quoi. Non, c'est Que choisir. Donc en fait, on était des sociétés avant où la pénurie était la règle. Et l'abondance était l'exception. Donc, on était organisé autour de la pénurie. Et d'ailleurs, si l'on s'intéresse à ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, et là, le Sud s'appelait les consuls, au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger. Donc il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait mettre en place l'assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, de l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente et fabrique les États, l'ordre public, il était quasi exclusivement géré au niveau local. Et la 4e sécurité, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Contrôle des marchés, des flux. Il y avait des stocks, des greniers d'abondance. D'ailleurs, Anne-Cécile, souffrante, n'a pas pu venir, sinon elle l'aurait expliqué aussi. J'espère qu'elle va se remettre. Anne-Cécile Britt. Donc en fait, également, le foncier était ménagé, protégé. Pourquoi ? Parce qu'il était nourricier. Il était directement relié à des questions de subsistance qui elles-mêmes étaient directement reliées à des questions d'ordre public. Parce qu'en fait, la hantise des édiles de l'époque, c'était que le peuple se révolte par le ventre. Donc en fait, il y avait une conscience, une responsabilisation, une discipline et une mise en œuvre d'actions collectives, politiques, sur ce sujet, avec des contrôles, des encadrements, des protections, des stockages et des outils de transformation, on en a parlé tout à l'heure, qui se rajoutaient à une conscience, à une responsabilisation, à une discipline et à une mise en œuvre d'actions individuelles, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin, chacun cuisinait comme il pouvait, chacun stockait comme il pouvait. Donc cette addition-là n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Et entre-temps, les édiles étaient rassurés parce qu'ils avaient montré qu'ils avaient fait leur job. Donc le peuple avait légitimement quelque part le droit de se révolter si
les édiles de l'époque avaient failli à cette mise en œuvre minimale de moyens. Et cette question de nourrir les populations, donc en fait c'était une coproduction en fait. C'était une coproduction de sécurité collective entre des citoyens et des édiles. Et quelque part, en fait, il y avait, parce qu'ils n'avaient pas le choix, je ne dis pas que c'était dans le plaisir, dans la bonne humeur que c'était fait, mais ils n'avaient pas le choix. Il y avait quelque part, comme quand Windows plante, ça bascule en mode sans échec. Bon, il n'y a pas tout, c'est pas sexy, tout ça, mais au moins l'essentiel fonctionne. Il y avait en fait un filet de sécurité alimentaire minimal qui faisait que c'était un matelas de sécurité. Et en fait, cette question de nourrir les populations et de se nourrir est progressivement sortie du champ politique, mais également des têtes, donc du champ politique, donc les têtes collectives, mais également des têtes individuelles, pour être maintenant indirectement assurées par des acteurs privés que sont Leclerc, Carrefour et tout ça, qui n'ont même pas de jour de stock. Et qui sont organisés en flux tendu, en juste à temps, puisque le mot stock, c'est un gros mot, dans une économie du juste à temps, le mot stock, c'est un gros mot, parce que ça coûte et tout ça. Donc en fait, cette question qui est la plus vieille du monde, le lien entre l'alimentation et la sécurité, en fait, elle est sortie des têtes donc individuelles, puisqu'en fait, on est plus préoccupé par est-ce que je vais choper l'E. coli ou de l'E. coli dans les pizzas, ou est-ce que des salmonelles, tout ça, ou est-ce que je vais manger du cheval dans des lasagnes, bon. Mais dans les têtes collectives, c'est pareil, c'est-à-dire dans les politiques publiques. Il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire. Il y a un aménagement du territoire pour tout, pour l'eau, les déchets, parce que voilà, les charges départementales, tout ça, l'eau, l'électricité, la couverture haut débit, le maillage des casernes de pompiers, tout ça. Mais il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Dans les documents d'urbanisme de planification territoriale, parce qu'en fait, à partir de la Révolution de Napoléon, tout ça, l'aménagement du territoire local et tout ça est sorti donc de la main des édiles locaux pour être centralisé. Et entre, en gros, Napoléon et Mitterrand, pour aller pisser, le maire devait demander la permission au préfet. La tutelle. D'ailleurs, vous n'êtes pas loin. Mais cette question de nourrir les populations, dans les documents d'urbanisme, on peut se dire que à partir des lois de décentralisation de 83, les édiles de 83, les maires de 83, on peut se dire qu'en fait, ils auraient pu reprendre à bras le corps le sujet à partir duquel était basée la légitimité politique de leurs ancêtres. Dire nourrir les populations et tout ça. Ben non. Parce qu'en fait, les élus, je le sais, je l'ai été, ne sont que le reflet des personnes qui les élisent. Et les élus de 83, comme de la population, en fait, sont nés le ventre plein. Ils n'ont pas connu les disettes, ni les famines, ni les restrictions ou autres. Et entre-temps, on sortait des 30 Glorieuses, avec le début de l'obésité, des stocks, des montagnes de beurre au niveau européen, Bruxelles et tout ça. On se dit, non, il y a des grandes surfaces pour ça et tout ça. Bon. Mais se nourrir, c'est une affaire à régler. Au pire, ça viendra toujours de quelque part. Donc, je vais me focaliser sur d'autres actions, d'autres activités. D'ailleurs, jugées beaucoup plus nobles. Parce que dans les documents de planification territoriale, dans les commissions ou autres, je le sais, j'y ai travaillé. Souvent, l'agriculture, même la majorité du temps, l'agriculture n'était même pas dans la commission économie. Parce que l'agriculture, c'est pas de l'économie. Eh bien non. Ah non, souvent dans la case cadre de vie, tourisme ou autre.
faut dire qu'on gagne pas trop, on gagnait pas trop de taxes professionnelles en sauvant du foncier nourricier. On n'a jamais coupé un ruban tricolore pour avoir sauvé du foncier nourricier. Bon. Et bien donc, du coup, je vais me focaliser sur la quantification dans mes documents d'urbanisme du nombre de crèches, du nombre de zones artisanales, commerciales. Alors oui, dans des zones économiques. Ah mais non, il n'y a pas l'agriculture. Non, ben pourquoi l'agriculture en zone économique? Faut dire à quel point on est tombé bas quand même. Hein, ce sujet qui est pourtant central et historiquement le plus vieux. Donc en fait, dans les documents de planification territoriale, jusque-là, on a, ben non, la quantification du foncier nourricier, du nombre d'agriculteurs et des outils et des facteurs de production, que sont les outils de transformation par exemple, ben non, on ne les a pas rentrés dans les documents de planification territoriale. Alors que c'est quand même central. Donc en fait, avant l'ébriété énergétique et avant la spécialisation des territoires, mais en fait, quelque part, les territoires fonctionnaient en termes alimentaires comme un microbiote, ce que j'appelle le microbiote territorial alimentaire. En fait, il y a des microbiotes pour tout. Le microbiote, c'est un système. On parle de système alimentaire, mais le microbiote, c'est un système. J'ai envie d'y mettre, dans ce microbiote territorial alimentaire, le club des 5. Vous savez, soit lu, hein, voilà. Et en fait, je vois dans ce club des 5, 5 principaux acteurs, que sont les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les collectifs. Collectifs, je mets la gouvernance et les associations dedans. Et dans les consommateurs, je mets la commande publique, hein, qui peut être ça, les restaurateurs, les individus, tout ça. Et dans les producteurs, je mets donc les individus en autoproduction et les producteurs alimentaires professionnels que sont les agriculteurs. En fait, on faisait un peu de tout. Il y avait présent tous ces acteurs et en fait, ils étaient en lien permanent. Et c'est ça qui constituait ce que j'appelle ce filet de sécurité alimentaire territorialisé. Mais à partir du moment où on a fait venir d'ailleurs des produits, qu'on a externalisé des fonctions de transformation et compagnie, eh bien en fait, faute d'entretien ou faute d'avoir fait travailler différents acteurs de ce club des 5, eh bien ils ont fondu. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un microbiote territorial alimentaire déséquilibré. Il manque des acteurs et il y a quasiment plus de lien entre eux. Et en fait, un système, s'il n'est pas équilibré a posteriori par quelque chose qui vient de l'extérieur, eh bien en fait, il provoque des désordres. En fait, il n'y a pas de désordre dans nos territoires encore au niveau alimentaire parce que ce microbiote territorial alimentaire est encore, à l'heure actuelle, artificiellement équilibré par les perfusions alimentaires que sont les balais des camions de la grande distribution. Donc en fait, nous sommes sous perfusion alimentaire. Et s'il y a un problème sur ces perfusions, eh bien en fait, de suite, on voit apparaître une pathologie territoriale qui s'appelle des troubles à l'ordre public, émeutes. Tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'acteurs sur ce microbiote territorial aujourd'hui déséquilibré et qu'il n'y a pas de préparation non plus des populations et des collectivités. Donc en fait, on est dans une illusion de sécurité alimentaire et nous sommes dans des microbiotes territoriaux alimentaires pathogènes. Donc en fait, cette question, en fait, qui est pourtant la plus vieille du monde, elle est complètement sortie donc des têtes individuelles et collectives,
Et en fait, moi, ça m'a donné l'envie de creuser cette question. Dans le cadre de mes études de géographie et aménagement du territoire et développement local, mais également au niveau associatif, militant, tout ça. Et mon premier métier, ça a été d'installer des agriculteurs, d'être candidat, d'être responsable du point info installation. Donc j'accueillais les candidats à l'installation. Et là, je rentre dans un premier monde qui est le monde de la production alimentaire. Et là, je me dis, mais dans ce monde-là, c'est obligé. C'est obligé, on doit y penser à ça. Le fait que production et consommation ne sont pas territorialisées, qu'on fait venir de loin ce qu'on a décidé de ne plus produire, et que du coup, s'il y a un problème sur les transports, on risque de se taper dessus. Bon, mais dans ce monde-là, c'est obligé, il doit y penser. Eh bien non. Oui, merde. Bon. À peu près à ce même moment-là, je rentre dans un deuxième monde, ce qui est le monde de la sécurité. Et là, je m'engage donc chez les pompiers. Et je me dis, bon, dans ce monde-là, c'est obligé. Monde donc de la protection des personnes, des biens, de l'environnement. Dans ce monde-là, c'est obligé. On va bien faire une manœuvre simulant une rupture d'approvisionnement alimentaire. Ben non. En 19 ans, en caserne, j'ai jamais fait une manœuvre là-dessus. Pas longtemps après, je rentre dans un troisième monde, qui est le monde associatif. Et donc, les forums sociaux mondiaux, les Francas, Attaque, tout ça. Et en fait, donc, les circuits courts de proximité, oui, on les défendait beaucoup. On était contre les traités internationaux parce que ça déstructurait tout, ça payait pas les producteurs. On se dit, ouais, au moins, avec les circuits courts de proximité, au moins, le producteur, il vivra de son métier, ça l'encouragera à avoir des pratiques culturelles beaucoup respectueuses de l'environnement. Oui, donc on défendait ça, voilà. Mais la question des risques de la sécurité, on n'en parlait pas. Hein. Et pas longtemps après, je rentre dans un quatrième monde, qui est le monde de la gouvernance. Et là, je suis embauché dans une communauté de communes comme conseiller en développement local. Et donc, j'ai élaboré et mis en œuvre un projet de développement local transversal avec les élus, les associations, les entreprises, les services de l'État, tout ça. Et là, je me dis, dans ce monde-là de la gouvernance, ce sujet, il doit y penser quand même. C'est au milieu de tout. Ben non. Et là, je me dis, mais putain, ce sujet, en fait, il est pourtant transversal. Tu as un pied dans 4 mondes. Et tu n'as aucun monde qui voit ou prend ce sujet de manière transversale. Et tu aurais beau, par magie, mettre ces 4 mondes dans la même pièce, même en buvant le café ou autre, hein, ils ne sauraient pas se parler. Ils ne sauraient même pas se comprendre. Pourquoi ? Parce qu'aucun de ces mondes n'a les codes des 3 autres. Production, sécurité, monde associatif et gouvernance. Et là, je me dis, putain, t'as du boulot. Hein. Et à ce moment-là, le système des AMAP donc, émerge en France. Donc en 2004, je crée la première AMAP du département de l'Aude. Il y en avait 10 en France à peu près, en 2004 à ce moment-là. Et là, je me dis, mais ouais, c'est chouette comme système. En fait, c'est les consommateurs, comme vous le savez, qui achètent à l'avance une production au bon prix à des agriculteurs. Et là, je me dis, tiens, il y a 3 piliers, économie, écologie, lien social. Économie, pourquoi ? Parce que le producteur vend enfin sa production au bon prix. Économie encore pour le territoire, parce que la richesse reste fixée sur ce territoire et ne se vend pas dans les paradis fiscaux à travers la grande surface et tout ça. Écologie, parce qu'il y a le deal qui est fait entre consommateur et producteur. C'est moi le consommateur, je m'engage auprès de toi le producteur, à t'acheter ta production à l'avance à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc en fait, il y a une incitation et un encouragement proposé par des consommateurs vers des producteurs parce que ces consommateurs amènent 3 ingrédients à des producteurs.
3 ingrédients sans lesquels le producteur reste comme il est. Ça s'appelle du temps long, donc la visibilité dans le temps. Un bon prix, donc voilà, des prix rémunérateurs et des volumes conséquents et suffisants. Donc sans ces 3 ingrédients-là, le producteur, il ne change pas de braquet ni de système. Hein. Donc en fait, je me dis, mais c'est chouette. En fait, ce sont des consommateurs qui fabriquent du temps long à une profession. Je me dis, tiens, en miniature, ça c'est en miniature, mais ça serait bien de l'élargir au niveau de la restauration collective, des territoires et tout ça. Mais j'avais envie de rajouter un autre pilier, c'est le pilier de la sécurité. Pourquoi de la sécurité? Eh ben, c'était l'idée que j'avais toujours. Je me dis, mais en fait, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ces consommateurs fabriquent de la sécurité territoriale sans le savoir non plus. Parce qu'en fait, en fléchant leur consommation au bon prix, avec des bons volumes et dans le temps, eh bien en fait, ils entretiennent des infrastructures nourricières de proximité autour d'eux. En fait, ils font travailler le muscle productif de leur territoire. Infrastructure nourricière, donc production, consommation, production, transformation, distribution, tout ça. En fait, quelque part, ils régénèrent ou ils entretiennent quelque part un petit microbiote territorial alimentaire. Ils font partie en tant que consommateurs du Club des 5. Et là, en faisant travailler d'autres acteurs de ce Club des 5. Producteurs, distributeurs et transformateurs. Et en mettant une petite pression sur le territoire, parce que les collectifs, une partie du collectif, donc les élus, du coup, ils reniflent et disent, tiens, c'est intéressant ça. Donc en fait, c'est un acteur du Club des 5, donc une AMAP, un collectif, qui fait travailler 3 autres acteurs. Ils remettent en lien 3 autres acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs. Et en fait, derrière, 4 acteurs. Et en fait, la gouvernance, les collectivités locales ont commencé à s'inspirer de ces consommateurs qui ont ouvert la voie, des consommateurs organisés et solvables. Parce qu'en fait, à titre individuel, on ne produit plus notre nourriture, quasiment. Plus personne n'a dans des jardins. C'est pas parce qu'on a 3 tomates qu'on est autonome sur l'année. On ne cuisine quasiment plus. On ne transforme, on ne stocke quasiment plus. À part actuellement l'essence, dans des bidons, même dans des seaux. J'ai vu ça hier. Eh bien oui, on s'inquiète de la perfusion, les flux. On se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont même pas de jours de stock. Nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos producteurs, transformateurs, distributeurs locaux ou autres, mais à force d'avoir passé des décennies à leur acheter des produits en dessous du prix ou à force de ne plus leur avoir acheté du tout, eh bien en fait, leur nombre a fondu et ceux qui restent sont extrêmement spécialisés. Donc en fait, on a beau avoir de la production sur un territoire, ça ne veut pas dire qu'on peut en profiter, puisqu'il manque les autres acteurs de ce Club des 5. Donc en fait, on peut se retrouver, c'est comme un sol. Justement, j'interviens beaucoup avec une spécialiste du microbiote du sol, où on fait le lien et les parallèles entre microbiote du sol et microbiote territorial alimentaire. Et en fait, c'est à peu près la même chose. On peut avoir beaucoup de nutriments dans un sol. S'il n'y a pas le Club des 5 qui décolle les nutriments et qui rend biodisponibles pour la plante les nutriments, eh bien en fait, la plante ne bouffe pas. Et c'est comme
des populations sur un territoire, avec beaucoup de production sur un territoire, eh bien, une population ne peut pas manger parce qu'il n'y a pas les outils de transformation, de fléchage, de distribution ou autre. C'est exactement la même chose. Donc on ne produit plus notre nourriture à titre individuel. On ne la stocke plus, on ne la transforme plus. 2 jours de stock dans les grandes surfaces à travers lesquelles on se fournit pour 70% de notre alimentation. Des infrastructures nourricières que l'on ne peut pas forcément utiliser pour tout le monde. Il n'y a pas de stock dans les collectivités locales et il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Et qu'entre-temps, nous sommes devenus des populations intolérantes à la frustration. Donc en termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tata toto. Donc en fait ça, je l'ai toujours eu en tête et lorsque j'ai développé donc justement les AMAP dans l'Aude, j'avais énormément de demandes de personnes qui disaient voilà, nous on signe déjà un contrat, il manque plus que le nom du producteur, les chèques ils sont quasiment pré-remplis, mais j'arrivais pas à trouver des producteurs à mettre en face. Donc il m'a fallu un temps incroyable pour débaucher, je dis bien débaucher, un deuxième maraîcher pour mettre en face d'une liste d'attente de consommateurs qui était pourtant organisée et solvable. Donc en fait, j'avais sur la table tout un tas de contrats déjà pré-remplis, il ne manquait plus que le nom du producteur, avec des chèques qui étaient quasiment déjà prêts, et avec aucun producteur à mettre en face. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est comme si l'argent ne valait plus rien. C'est comme, parce qu'en fait, il y avait l'argent, il y avait la demande, mais il y avait indisponibilité du produit. Indisponibilité du produit. Et j'ai eu une discussion il y a 2 semaines avec une Ukrainienne croisée par hasard. On a discuté, on a baragouiné dans l'anglais, mauvais d'ailleurs, pour le mien. Et elle me dit, ah, qu'est-ce que vous faites? J'explique, elle me dit, you're right, you're right. Elle explique qu'au début, elle était à Kiev. Se prenait des missiles sur la gueule, tout ça. Et elle dit, mais l'argent, on l'avait. On avait de l'argent. Mais la bouffe, elle n'arrivait plus. Et donc, il y a une quinzaine d'années, je me dis, mais c'est en fait, on assiste à quelque part au contraire de ce que l'on a l'habitude de voir dans notre système économique, où on est habitué à avoir une concurrence entre producteurs, entre entreprises. Mais là, c'était une concurrence entre consommateurs, organisée et solvable. Et je me dis, mais est-ce que le territoire dans lequel tu es, donc c'était le Lauragais, donc Lauragais au doigt, donc au pays de la pensée unique, blé dur, tournesol, où le maraîcher, il n'y en avait pas, il n'y en a pas, ou très spécialisé, et où même en plus la production n'est pas valorisée localement. Il n'y a pas de pâtes, ni d'huile, ni rien. Donc en fait, ça part ailleurs en plus. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec tous ces éléments-là? Donc là, je décide donc en 2008 de lancer le mouvement locavore en France. Voilà, c'est quand j'étais pompier un peu plus jeune. Ça se voit, hein. Et là, en 2008, je décide de lancer le mouvement locavore en France. Pour alerter justement sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Mais également pour montrer qu'il y a quand même des pistes d'action. Et pendant un an, je ne me nourris qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. C'était voilà, donc pour alerter sur notre degré de vulnérabilité. Donc je m'étais fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale pour démontrer qu'en fait, non. Manger local, ça coûte pas plus cher du moment qu'on cuisine. J'étais fait suivre aussi par
par un médecin. Alors ça, je dois reconnaître que je n'avais pas pensé à ça au début, mais c'était quelques semaines avant que je commence un peu à en parler autour de moi. On me disait, mais tu vas tomber malade. Bon, j'ai dit, mais pourquoi? Eh bien, parce que tu vas t'anémier. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que tu n'auras plus de vitamines. Bon, eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que tu n'auras plus de fruits exotiques. Ça, je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Eh bien oui, c'est là qu'on se rend compte du matraquage du marketing qui nous fait avaler n'importe quoi. Et dans des bouteilles de jus, on va marquer survitaminé, mais c'est tout simplement parce qu'on les a crevées avant, les vitamines. Parce qu'on les a crevées à la production, à la transformation, à la conservation, à la distribution, tout ça. Et quelque part, les gens ne savent pas forcément que c'est dans les fruits et légumes de saison qu'il y a le plus de vitamines. Et là, je me suis dit, bon, mais tu vas répondre pas à l'absurde. Parce que maintenant, le bon sens, on est obligé de le démontrer. Les fake news, tout ça, bon, ils font leur vie, elles se diffusent, tout ça, mais le bon sens, on est obligé de le démontrer. Donc, du coup, j'ai fait des prises de sang avant, pendant, après, tout ça. Et, ben non, je ne suis pas tombé malade. Au contraire, ma formule sanguine s'est améliorée. Même si je mangeais quand même de la viande aussi, un peu moins, d'accord, mais oui, du vin, bon, dans l'eau, il n'en manque pas. L'eau de vie, oui, il y a des prunes. Hein. Les prunes, elles ne sont pas faites que pour les cochons. Voilà, donc d'ici aussi, voilà. Donc en fait, je m'étais également fait suivre par une sociologue au tout début. Parce qu'en fait, on me disait avant de commencer, on me dit, mais tu vas devenir asocial. Et je dis, mais pourquoi? Eh bien, parce que plus personne ne voudra t'inviter. Je dis, mais pourquoi? Ben, parce que tu vas devenir casse-couille, tout ça, à force de vouloir manger local à chaque fois. Donc, elle me l'a dit plusieurs fois. Et donc, je mangeais régulièrement avec une sociologue. J'ai dit, ben, tu voudrais là? Elle me dit, ouais, si tu veux. Bon, 10 jours après, je lui dis, il n'y a pas besoin. Jamais vu autant de monde. Parce qu'en fait, les médias ont débarqué de partout. Je passais à la télé tous les 10 jours, la presse nationale, tout ça. En fait, je passais autant de temps à dire ce que je faisais qu'à faire ce que je disais. Plus mon activité professionnelle de conseiller en développement local, plus pompier, plus les conférences que je faisais de partout. Et on me demandait beaucoup aussi, ouais, alors, est-ce que tu prends ta voiture pour aller chercher ton pain ici, les légumes ici, la viande ici, les lentilles ici, tout ça? Et donc je répondais, je dis, mais non. Je me suis organisé pour tout regrouper, donc avec les AMAP que j'avais créés, les commandes groupées et tout le bazar. Et tout centralisé au lycée agricole où tous les mardis, les gens venaient donc chercher les productions qu'ils avaient déjà prépayées au bon prix à l'avance. Et donc, en fait, dans mes conférences, tout ça, on me demandait toujours le comment. C'est-à-dire, est-ce que ça m'a coûté plus cher ou moins cher? Est-ce que je suis tombé malade? Est-ce que je prends ma voiture pour chaque produit? Est-ce que je suis devenu casse-couille? Bon. Mais en fait, on me questionnait jamais sur le pourquoi. Sur le pourquoi de mon expérience, qui pourtant était voilà, très clair et écrit dans le titre de mon expérience. C'était Mangeons local. Donc j'avais déposé mangeonslocal.fr. C'est moi, pour dire qu'en 2008, il n'y avait pas trop de concurrence sur ce thème-là. Mais le sous-titre était extrêmement clair, c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, une question d'ordre public. Je ne pouvais pas faire mieux en termes d'affichage et de clarté. Eh bien non. Commencer les conférences, tout ça, je dis alors, imaginons un jour qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement, ou même les transporteurs ont interdiction de bouger. Combien de temps on tiendrait? Alors, t'es tombé malade et t'es devenu casse-couille? Oh là là. Chaque fois. Donc en fait, je commençais toujours sur le pourquoi j'avais fait ça, en prenant justement un scénario, donc on était septembre 2008. Et mon scénario, c'était, imaginons qu'une pandémie grippale bloque nos perfusions.
combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec tous ces ingrédients en creux, quoi. On ne produit plus, on ne transforme plus, on ne stocke pas, il n'y a pas de plan ni rien. Eh bien non, on me demandait toujours le comment. Bon, eh ben, j'ai été noyé par le comment, mais mon grand pourquoi, tout le monde s'en foutait. Et en 2011, je me présente aux élections cantonales et je suis élu sur un programme de relocalisation avec le triptyque sécurité, écologie, économie. Disant voilà. Bon, l'économie n'est qu'un sous-produit de l'écologie. Faut quand même le dire. L'économie, c'est quoi? C'est transformer des ressources avec de l'énergie et au milieu de l'organisation, de la méthode. Et après, si on s'amuse en tournant des gauches, on fait avec la fiscalité, d'accord? On s'amuse avec la fiscalité. Et en fait, l'économie n'étant qu'un sous-produit de l'écologie, s'il n'y a pas de ressources assez importantes, accessibles et en nombre suffisant, il n'y a pas d'économie. Ou alors on n'a pas la même économie. Et j'avais quantifié les milliers d'euros sur le territoire qui étaient fixés rien qu'avec les 120 familles que j'avais organisées en AMAP et commandes groupées et compagnie. Donc c'était plusieurs milliers d'euros fixés sur le territoire. Et voilà, tous les mardis, il y a plusieurs milliers d'euros qui ne partent pas ailleurs et qui font fonctionner des infrastructures nourricières sur le territoire. Et par leur entretien, on les a sur place. Et on sera très content de les avoir si jamais un jour il y a un problème sur les circuits longs. Donc, la quantification économique, je l'avais faite. Je dis, imaginons qu'on étende tout ça aux cantines, encore plus, généralisé, même à l'échelle d'un département. Mais par rapport à la sécurité, je dis aussi qu'il n'y a pas de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. Puisque la sécurité, c'est pas juste les drones et les matraques et tout ça, c'est pas ça. Hein. La sécurité, c'est tout le plus gros de la sécurité, c'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que l'insécurité arrive. S'il n'y a pas de ressources accessibles au niveau local et valorisées ou autres pour les populations, ou s'il y a un problème sur les circuits longs, c'est là que l'insécurité arrive. Parce qu'en fait, la satisfaction de nos besoins élémentaires n'est plus assurée. Donc c'est là que le bordel arrive. Donc en fait, on a beau avoir des drones, des matraques et compagnie, ça ne pèsera pas. C'est comme la santé. La santé, c'est pas les chirurgiens et les antibiotiques, le plus gros de la santé. Non. Le plus gros de la santé, c'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que la maladie arrive ou pour qu'elle arrive le moins possible ou que lorsqu'elle arrive, ça soit le moins dur possible. C'est pareil. Donc en fait, avec tout ça, je suis élu. Donc je suis élu conseiller général en 2011. Et j'ai la confirmation que chez mes collègues, bon, déjà ils étaient contre les circuits courts. Bon. Mais que je liais ça avec l'ordre public et tout ça, ça leur passait au-dessus de la tête. Mais ça, on peut le comprendre. Parce qu'en fait, on ne peut oublier que quelque chose qu'on a déjà su. Mais là, on est tous nés le ventre plein, donc du coup, on ne sait pas, forcément. Ouf. D'accord, c'est déjà le rationnement du temps, là. Hein. Il y a déjà du rationnement pour tout, mais là, il y a déjà le temps. Qu'en fait, que c'était ce sur quoi était basée la légitimité politique de leurs ancêtres, chez mes collègues conseillers départementaux, ça, en fait, ils le découvraient, quoi. Et lorsque je voyais donc régulièrement les préfets, les policiers, gendarmes, pompiers, je leur disais, voilà, en 2008, là, j'ai fait une expérience. Ah ouais, c'était vous. J'ai dit, oui, c'est moi. Est-ce que pour vous, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec de plus en plus de flux qui sont vulnérables et avec une impréparation des populations, est-ce que pour vous, c'est une question? Si oui, qui réfléchit.
Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Et en fait, je voyais qu'au fur et à mesure que je posais des questions, ça devenait une question dans leur tête. Et là, je me dis, bon, en fait, on ne te croit pas. Enfin, on ne te croit pas. Oui, on te croit sur les bienfaits des circuits courts, sur l'économie, tout ça, mais le volet risque et sécurité, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Et donc, du coup, en 2017, je reprends mes études. Et je fais, c'était quand j'étais un peu plus jeune et élu. Et je reprends mes études et je fais un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Donc ça, c'était en 2017. Et je me dis, bon, ben là, tu vas utiliser ton mémoire de recherche pour rassembler les preuves que tu connais, déjà un peu quand même. Mais cette fois-ci, il va falloir qu'on te croie. Et pour ça, eh bien, j'ai choisi de me faire encadrer par un militaire, donc un ancien colonel de Légion, et un géographe, un directeur d'un service d'aménagement du territoire à côté de Paris. Et cette étude a été cautionnée par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. Et j'avais je venais de rédiger un article dans la revue Préventique, spécialisée dans les risques, que j'avais intitulé « Qui veille au grain ». Et d'ailleurs, les greniers d'abondance m'ont demandé récemment s'ils pouvaient utiliser ce titre-là pour leur dernier ouvrage, que je vous conseille. Et en fait, j'avais posé le sujet comme je vous le pose là, et j'avais pris un autre scénario. C'était pas la pandémie grippale sur les chaînes d'approvisionnement. C'était toujours sur cette même perfusion, donc des transports, chaînes d'approvisionnement. C'était pas un virus humain, mais c'était un virus informatique. C'était, est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine, d'ailleurs, dans mon bouquin, je l'avais rédigé comme ça. Est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine, paralysant la chaîne d'approvisionnement alimentaire, serait de nature à provoquer des troubles à l'ordre public? Sachant qu'il y a une déterritorialisation, une non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire et qu'il y a une impréparation des populations et pas de plan B. Et là, en fait, j'ai eu énormément de retours, des retours mais impressionnants, plus de 53% de retours écrits. Et en fait, c'était pour prendre la température du plus vieux sujet du monde, donc le lien entre l'alimentation et la sécurité, c'était est-ce que dans le monde de la production, on pense au risque et à la sécurité? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Et donc, j'ai eu des militaires, des généraux, des gendarmes, policiers, syndicats agricoles nationaux, Fédération nationale des SAFER, historiens, géographes, pompiers, tout ça, qui m'ont répondu par écrit. Et j'ai publié d'ailleurs les retours. Et ça a été assez, on va dire, même moi j'ai été étonné, pour une part. Je ne pensais pas que j'avais raison à ce point. Et en fait, il y a une découverte du sujet, réellement. Et chaque monde croit que l'autre fait. Et en fait, oui, tous m'ont répondu, oui, effectivement, des troubles pourraient subvenir parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité alimentaire. En fait, il n'y a pas de plan de continuité alimentaire territorialisé. J'avais pris la même expression que dans le monde de l'entreprise ou autre, des organisations, je veux dire, les plans de continuité d'activité. J'avais dit, est-ce que pour vous, il y a un plan de continuité d'activité alimentaire dans les territoires? Est-ce que ce serait de nature à provoquer des troubles à l'ordre public et tout ça? Et en fait, ils m'ont bien répondu que oui, effectivement, il y aurait des émeutes et le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire en gros ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire à lanceur d'engins, serait affaibli et concerné. Parce qu'en fait, le vigile de supermarché serait débordé,
qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc en fait, le continuum sécurité-défense, c'est un rhéostat. Chaque maillon supplée l'autre lorsqu'il est saturé. Donc en fait, une cyberattaque, par exemple, sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ou une pandémie grippale bien sentie, où réellement les transports ne peuvent plus fonctionner, en fait, déboucherait sur justement des émeutes parce qu'il n'y a pas de préparation des populations, pas de plan ni rien. Et en fait, cela concernerait 2 des 3 piliers régaliens, que sont la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Donc en fait, ça c'est on est peut-être au bout d'une logique qui a été lancée, mais plutôt accélérée par la découverte et l'exploitation des énergies faciles, qui ont permis une externalisation de tout et n'importe quoi, y compris les choses essentielles et stratégiques normalement, qui font que l'idéologie qui s'est calquée sur cette théorie des avantages comparatifs, elle-même permise par les énergies abondantes et faciles, est en train de se contredire elle-même. Puisque cette idéologie-là est allée tellement loin qu'elle met en difficulté 2 des 3 piliers régaliens, sécurité intérieure et nationale. Donc en fait, la gestion des risques, le temps long, la sécurité et tout ça ne peut plus se permettre cette hyper spécialisation des territoires. Alors je ne dis pas qu'il faut arriver à 100% en tout, ni même alimentaire, c'est pas ça que je dis. Et entre les 2% d'autonomie actuelle et les 100% que l'on n'atteindra pas, et que ce n'est pas forcément souhaitable, il y a de la marge. Et plus on éloignera les 2% actuels, plus on poussera le curseur pour s'éloigner des 2% actuels d'autonomie alimentaire, plus on augmentera la résilience et la sécurité de nos territoires. Et ça passe aussi également par la diversification des productions. Ah ben là, ça tombe bien. C'est bon pour la biodiversité également, la diversification des productions. Donc en fait, souvent j'ai l'habitude de dire, bon, mais voilà, il faudrait rajouter un volume de Cyrulnik dans le Ricardo. Cyrulnik, le pape de la résilience, qui dit qu'en fait, la diversité est une partie de la résilience. Eh bien oui, dans cet océan de spécialisation des territoires issus de cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, rajouter de la diversité, c'est augmenter la résilience et la sécurité de nos territoires. Et il y a une personne qui m'a pas pris pour un fou, c'est la sénatrice Françoise Laborde, de la Haute-Garonne, pas de l'Aude, de la Haute-Garonne, c'est pas grave. Et en fait, elle me suit depuis longtemps. Elle a répondu d'ailleurs à mon enquête. Elle m'a dit ah ouais, j'ai appris des trucs. Et bien, dès que ça sort, je promets d'en faire quelque chose au Sénat. Donc en fait, elle a posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur. Donc on était en mai 2019. Social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les scandales sanitaires récurrents placent la question du bien manger au cœur des enjeux de santé publique. Un pan du sujet n'est jamais évoqué, l'articulation entre ordre public et continuité alimentaire. Par le passé, notre modèle agricole reposait sur le foncier nourricier et sur un aménagement du territoire local multifonctionnel. La sécurité alimentaire était une préoccupation des élus. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées. Même les zones rurales sont alimentairement vulnérables, perfusées par le balai des camions de la grande distribution.
À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique et du terrorisme, production et approvisionnement alimentaire ne sont pas analysés comme risques stratégiques. Des signaux nous alertent pourtant. La moindre annonce de blocage routier vide les magasins avant toute pénurie, provoquant même des émeutes comme il y a peu en Outre-mer. En cas de force majeure, le déficit en capacité de subvenir localement à l'un de nos besoins primaires, celui de se nourrir, est flagrant. Les populations ne sont pas préparées. Assurer un niveau minimum de sécurité d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités qui devraient pouvoir garantir une chaîne résiliente allant du foncier agricole nourricier jusqu'aux consommateurs. Cela doit nous interroger sur la souveraineté et la sécurité nationale, articulées autour des biens communs, alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur les infrastructures d'intérêt vital, comme les aéroports, le foncier agricole ou la gestion de l'eau. Il est urgent de s'en préoccuper. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, si cette question fait l'objet d'une réflexion dans votre ministère ou au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale? Je vous remercie. C'est clair, c'est bien posé. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laborde. Vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public. C'est une question dont la probabilité est faible, mais dont le risque est majeur. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Probabilité faible, risque majeur. C'est déjà intéressant. Il est essentiel et votre question, effectivement, nécessite que nous puissions y répondre. Permettez-moi d'évoquer ce que nous faisons en matière de gestion de troubles graves, mais liés à des catastrophes naturelles. Permettez-moi de vous dire ce que nous mettons en place lors de catastrophes naturelles. Ce modèle-là qu'évidemment nous devons mettre en œuvre et que nous pouvons mettre en œuvre en cadre. Et c'est ce modèle-là que nous devons et que nous pouvons mettre en œuvre. En cas de gestion grave à l'ordre public. Lors des catastrophes naturelles, vous le savez, mais je vous le rappelle, la chaîne d'approvisionnement est prise en compte immédiatement dans le cadre des plans dits hors sec que Hors sec. Voilà, donc en fait, il a été extrêmement honnête dans sa réponse sur le ministre de l'Intérieur. Il a été honnête. Il a dit ce qu'on a en rayon. On a les dispositifs que l'on met en œuvre lors de catastrophes naturelles. Ça s'appelle le plan hors sec. Le plan hors sec, ça fonctionne très bien pour un problème limité dans le temps et limité dans l'espace. Mais ce n'est pas dimensionné pour un problème d'ordre systémique. Donc en fait, il a été extrêmement honnête dans sa réponse et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a dit oui, c'est un risque majeur. Moi, quand j'ai entendu ça, ce que je souhaitais, mais je ne savais pas s'il allait le dire ou pas, et bien en fait, je me suis dit, c'est chouette tout ça. Donc la sénatrice Laborde, elle a dit, je vais encore aller plus loin parce que c'est quand même intéressant et important. Je vais déposer un projet de résolution. Donc elle a déposé un projet de résolution donc, intitulé comme mon bouquin, là, Résilience alimentaire là, des territoires et sécurité nationale, qu'elle a défendu donc, le 12 décembre 2019. Et le matin même, à La Rochelle, j'ai eu le prix national au Forum des risques majeurs, donc décerné par le ministère de la Transition écologique et l'Institut des risques majeurs, pour avoir pointé justement cette impensée. Et l'après-midi, elle défend son projet de résolution avec plusieurs propositions, notamment que l'alimentation soit dans tout son spectre, je dis bien dans tout son spectre, considérée comme un secteur d'activité d'importance vitale. L'alimentation y est, mais n'est pas. Il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas le foncier. Il n'y a pas les outils de transformation, il n'y a pas tout ça.
Elle avait proposé aussi d'enrichir la loi de modernisation de la sécurité civile pour que le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire soit bien clairement mis en évidence. Et qu'il y ait aussi une loi foncière là-dessus. Eh bien, en fait, il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. 141 voix contre 157. Extrêmement intéressant. Donc des lignes ont bougé. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, et ça je ne m'y attendais pas forcément, c'est que le gouvernement et le groupe sénatorial qui y était adossé a appelé et a voté pour. Et c'est l'explication de vote qui est extrêmement intéressante. Les risques pesant sur la sécurité alimentaire ne s'arrêtent pas aux frontières des pays défavorisés. La France, comme l'ensemble des pays industrialisés, est elle aussi directement concernée, malgré une production de denrées agricoles importante et supérieure à ses besoins. La réduction des surfaces agricoles, l'artificialisation des terres, la raréfaction des ressources hydriques, l'hypersophistication des chaînes d'approvisionnement et la dépendance extrême aux énergies fossiles sont autant de facteurs qui rendent notre système alimentaire particulièrement vulnérable face aux menaces systémiques. La question du lien entre résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale mérite d'être pleinement prise en compte, eu égard à l'actualité. Le gouvernement est globalement d'accord avec l'esprit et les orientations de cette proposition de résolution. Donc en fait, en creux, on avait gagné. Parce que des choses avaient été dites, posées, tout ça. Bon, comme ça n'avait pas été adopté, personne ne l'a su, il n'y a pas eu d'article et il n'y a rien eu. Et quelques temps après, arrivent les municipales et je propose une lettre à l'attention de tous les candidats, elle était accessible pour tous les candidats, une lettre des candidats qui disait voilà, bonjour monsieur le préfet, bonjour madame la préfète. Il y a 3 semaines au Sénat, il a été dit que. Et là, j'ai repris le texte. On souhaite qu'après les élections, vous nous réunissiez pour nous présenter la déclinaison départementale de ce sujet, dorénavant présenté comme étant d'intérêt national. Mais en attendant, en tant que candidat, on s'engage à inscrire dans nos programmes l'enrichissement du risque de rupture d'approvisionnement alimentaire et de le mettre dans le cadre de la sécurité civile, de la préparation des populations. Il faut encourager les solidarités, c'est de notre ressort d'élus locaux, également de co-maintenir l'ordre public entre le maire et le préfet. De s'inspirer de choses qui sont faites comme à Moinsartou, mais pas que, et tout ça. Et il y a plein de candidats qui ont envoyé ça à leur préfet, leur préfète, et puis certains ont d'ailleurs été élus entre-temps. Et je me retrouve à les former maintenant. Donc je suis formateur pour élus, et pas que, avec l'Institut supérieur des élus, pour justement proposer l'enrichissement du plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et ça marche. Depuis, plusieurs communes ont enrichi leur plan communal de sauvegarde avec ce risque-là, parce qu'en fait, il y a des choses que l'on s'imagine, et souvent encore en France. C'est pas parce que ce risque-là n'est pas encore inscrit dans les DDRM, les documents départementaux sur les risques majeurs, que c'est interdit. Non, le maire peut enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque qu'il veut. Donc en fait, la première commune de France qui l'a fait, c'est la commune de Biriatou. J'étais encore en Haute-Loire il y a 2 semaines pour échanger avec un maire qui avait enrichi son plan récemment et que j'avais formé au mois de janvier de cette année. Et en fait, une fois qu'on enrichit un plan communal de sauvegarde avec un risque, eh bien on liste des actions de prévention et de protection pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise. Et bien là, on peut mettre, par exemple, on fléchera davantage la production, la consommation vers nos infrastructures productives et de transformation.
on créera davantage de potagers. Tout ça pour des raisons de sécurité. On déclassera nos documents d'urbanisme, donc de constructibles en agricole, pour des raisons de sécurité, là aussi. À l'échelle intercommunale, on réfléchira à la création d'une légumerie, par exemple, des outils donc de transformation, pour des raisons de sécurité, et tout ça. Donc en fait, vous ne m'avez pas attendu pour faire des choses dans le département. Mais en fait, toutes les choses que vous faites déjà ou que vous avez envie de faire, vous pouvez le mettre sous l'angle de la gestion des risques et de la sécurité. Et avec ça, c'est pas pareil. Avec ça, ça fait un peu plus sérieux, désolé. Mais bon, ça fait 40 ans qu'au nom de l'écologie, au nom de la santé, au nom des petits oiseaux, on dit qu'il faut faire des choses. Ça marche pas. Tout le monde s'en fout. Mais là, au nom des risques et de la sécurité, c'est pas pareil. Ça concerne tout le monde. On titille la partie reptilienne de notre cerveau. Ah ben là, du coup, c'est pas pareil. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que il y a eu, donc là, ça c'est Abiriatou là qui a enrichi son plan. Il y a eu au mois de novembre dernier le vote de la loi Matras sur la sécurité civile. Monsieur Linou, c'est simplement, c'est passionnant il est 12h25 et qu'on avait prévu de finir à 12h30, donc je voudrais quand même qu'il y ait je vais faire très possibilité d'échange avec la salle. Il n'y a pas de souci. Et je me dis qu'heureusement qu'Anne-Cécile Britt était malade, du coup. Ouais, mais non, mais comme on me l'a dit, j'en ai profité. Voilà, c'est pour ça. C'est un discours qui peut avoir une certaine. Faut respirer dedans. Ça serait intéressant d'avoir des retours aussi, de laisser un peu de temps. Et je crois qu'il y a des élus qui doivent partir aussi. Voilà. D'accord, donc une minute, je me tais. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette loi, Matras, elle dit qu'à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde, eh bien son intercommunalité doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde. Il n'y a pas de transfert de pouvoir de police entre le maire et le président de l'intercommunalité, mais le sujet doit être abordé au niveau intercommunal. Et là, on se dit, mais ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les projets alimentaires et territoriaux. Mais ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les plans climat, air, énergie territoriaux. Mais ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, avec un risque, on peut aligner tous ces plans. Ça peut être la colonne vertébrale de tous ces plans. Et c'est extrêmement, on va dire, œcuménique, parce qu'en fait, tout le monde s'y retrouve, je le vois. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Et au niveau, justement, des dossiers de demande de subvention relatifs à des sujets comme ça, et vous le savez, un dossier qui est présenté pour des raisons de sécurité, il monte en haut de la pile. Et une collectivité, par exemple, comme le département ou la région, dans son règlement départemental, pour le département, dans son règlement départemental des interventions, peut bonifier une subvention si, par exemple, une collectivité a un plan intercommunal de sauvegarde ou un plan communal de sauvegarde. Donc en fait, on peut également jouer là-dessus. Et avec le sénateur Marchand, qui est chargé, et je termine dessus, qui a été chargé par le gouvernement pour l'évaluation des projets alimentaires et territoriaux, j'ai été longuement auditionné. En fait, il propose également donc, de passer par l'alimentation pour contaminer les autres sujets. C'est le cheval de Troie idéal pour parler de tout le reste, du climat, de la précarité alimentaire, des enjeux de biodiversité, de l'énergie. Et les collectivités intéressées pourraient éventuellement candidater pour être autorité organisatrice de l'alimentation. Et lorsqu'il y a une compétence, on peut aligner justement les forces, les dispositifs, les moyens humains, financiers ou autres. Donc en fait, c'est permis dans la loi 3DS. Différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification. Donc voilà, donc ça peut être systémique.
cette question qui est tout simplement la plus vieille du monde et reliée à des questions d'ordre public, de sécurité civile intérieure et nationale, peut être déclinée au niveau local. Alors, c'est pas pour tout faire au niveau local, mais comme il y aurait saturation de nos infrastructures de sécurité, eh bien, en fait, les collectivités locales pourraient mettre en place des mesures barrières alimentaires territorialisées, comme on l'a fait pendant le Covid, pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de santé. On a mis en place des mesures barrières. Donc, les collectivités peuvent soulager les infrastructures nationales saturées, et c'est là que le Girondin peut soulager le régalien. On a tous les ingrédients. Bon, et maintenant, je me tais. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce temps d'exposé, riche, et qui, effectivement, rencontre aussi, vous l'avez dit, les différentes préoccupations qu'on a pu aborder ce matin, sans y voir forcément ce matin l'ensemble des éléments que vous avez pu apporter, et donc par ce fait même enrichir nos échanges de ce matin. Et puis on a un certain nombre d'acteurs qui nous ont rejoints depuis la pause, et l'objectif c'est de pouvoir échanger à partir des éléments que vous nous avez apportés. Alors, je vous propose un quart d'heure d'échange. Alors, je sais que ce sera frustrant, mais voilà, la frustration poussera sans doute également à lire votre ouvrage et peut-être à vous adresser des questions directement ensuite, notamment par voie électronique. Voilà, donc je vous laisse réagir si vous voulez bien. Je pense qu'il y a des réactions, des observations, des questions. Merci pour cette intervention. Je voulais souligner deux choses et une question. Bon, vous nous avez clairement mis en avant le fait que les systèmes alimentaires pourraient être affectés en cas de pandémie, de cyberattaque et d'affection ou d'affectation des flux, pardon. Ça, je pense que désormais tous les élus sont au courant que ça peut se passer, ce qui n'était pas le cas au moment où vous avez commencé à travailler. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je voudrais me concentrer quand même sur un point, c'est que on voit bien qu'un des facteurs limitants, alors je vais passer sur la question de l'accès au foncier, sur la question de la régulation d'un certain nombre d'outils pour pouvoir permettre une alimentation locale et qu'elle soit disponible, on a un vrai souci de bras. Et donc il y a deux questions, c'est voilà, qui va pouvoir assurer ces métiers-là de la production et quel type de bras ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que si on est dans une logique où on continue de chercher à plutôt avoir de futurs paysans et paysannes qui soient sur les mêmes systèmes que ce que l'on peut développer ou ce que l'on a mis en avant et aujourd'hui, on ne va pas répondre finalement à votre question. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à ça. Merci. Alors, rapidement, je vais répondre en disant que Stéphane, j'ai pas la réponse. Peut-être qu'on prend Progressivement, d'accord. Peut-être qu'on prend plusieurs, parce que sinon on va pas y arriver. Ouais. On en prend 3-4 et puis. Moi, j'avais vous pouvez juste vous présenter en deux lignes à chaque fois. Dominique Degnaud, et donc je suis élu régional, également paysan et co-gérant de CAP 44 qui accompagne des porteurs de projets à la création d'entreprises agricoles. D'accord, merci. Moi, je m'appelle Delphine Bonamy, je suis élue à la métropole sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Je m'interrogeais en fait sur l'angle sécurité. Enfin, je partage tout votre diagnostic et merci pour la présentation. Sur l'angle sécurité, est-ce que finalement c'était pour la question stratégique plutôt que sous l'angle souveraineté alimentaire? Parce que en fait, du coup, les moyens qui vont être utilisés en fonction des mots vont pas forcément être les mêmes. Et aujourd'hui, par exemple, on voit que le gouvernement, pour répondre à cette question de sécurité sur sa politique agricole, c'est plus justement de mécaniser et de booster le numérique dans les fermes pour y répondre. Enfin voilà, suite à la crise de l'Ukraine, c'est ça son plan. Donc, je voulais savoir, vous, votre approche, est-ce que c'était plus pour la question du récit et remettre ce sujet-là en haut de la pile, ou si derrière vous entendez autre chose qui va plus vers la souveraineté alimentaire, en fait?
pose aussi une petite question. Les chiffres sur les 2% d'autonomie alimentaire, c'est surtout sur les grandes aires urbaines. Donc on a Nantes Métropole ici, je crois que c'est 3%. Mais nous, au niveau du département, avec l'outil Cratère, on est quand même à 89% à repas variés, potentiellement de couverture du territoire. Donc on est quand même un département spécifique. Et je voulais savoir ce que vous pensiez aussi de, il faut bien céder entre territoires, quoi. Donc les Alpes-Maritimes, par exemple, n'ont pas toutes les productions. Donc voilà, c'était une question. CD, écrit comment CD? Comment? Écrit comment CD entre territoires? Ah, S'' AI. C'est la question. Non, Ouais, je dis c'est volontairement parce que c'est aussi, voilà, ça fait partie de la question. Et ma deuxième question, c'est, vous avez eu l'occasion de rencontrer le ministre, je crois, à Tours, il y a une semaine. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Quatrième question. Catherine Laillé, donc moi je suis éleveuse de porc Label Rouge à la retraite depuis peu et vice-présidente de la coordination rurale, syndicat agricole et aussi conseillère municipale. Et moi je poserais la question aussi de l'équilibre entre l'augmentation croissante très forte de la population, comme c'est le cas dans notre département de la Loire-Atlantique, et l'augmentation justement de la production diversifiée. Donc est-ce qu'à un moment il ne faut pas aussi se poser la question, est-ce qu'on limite un peu plus la progression de la population localement, parce qu'on n'a plus les territoires non plus, ni pour l'accueillir, ni pour les réserves en eau, ni pour la production agricole. Très bien, mais merci pour ces 4 questions auxquelles je vais devoir répondre et incomplètement rapidement. Donc pour la première question des bras, oui, actuellement, l'agriculture française marche avec des bras étrangers, on importe aussi, on importe les bras comme on importe le pétrole, comme on importe les engrais. Donc la question, elle se pose déjà. Et c'est vrai que s'il n'y a pas une réorientation de la formation au niveau national, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Effectivement, on n'y arrivera pas. Donc ce sont les énergies faciles qui ont permis de libérer des bras des campagnes pour aller les mettre dans l'industrie et après dans les services en ville. Et bien avec moins d'énergie facile, si on veut continuer à bouffer, et bien évidemment, il va falloir retrouver ces bras. Mais entre-temps, il faut les former. Donc oui, l'enjeu de bifurcation des gens qui ont déjà des métiers vers les métiers de l'agriculture se pose déjà. Il y en a qui bifurquent. Mais en formation initiale, oui, c'est énorme. Il faudrait déjà, dès l'école, dès les programmes scolaires, en fait, enrichir les programmes avec le vivant et ne serait-ce que le jardinage, c'est le premier contact avec la nature. Donc oui, c'est un enjeu colossal, vous avez raison. Alors, deuxième question, par rapport au GNR, génétique, robotique, numérique, c'est ça, le triptyque qui avait été avancé pour... Oui, mais après vous aviez les stratégies, tout ça. Mais oui, effectivement, à partir du moment où on reconnaît et qu'on décide que l'alimentation est une question de sécurité nationale. Et là, du coup, on reprend la main sur plein de trucs. Et donc, on priorise les moyens et les méthodes et les organisations. Tout miser sur la génétique, la robotique et le numérique, ça serait terriblement imprudent. Parce qu'en fait, on n'a pas encore la main sur tous ces objets. On ne sait pas fabriquer les puces, ça demande aussi de l'énergie, là aussi. C'est de plus en plus vulnérable aussi par rapport aux cyberattaques. Donc, tout miser là-dessus, ça serait terriblement imprudent. Et donc, d'une imprudence actuelle qui est d'avoir tout externalisé et de s'être rendu vulnérable au flux, on rajouterait encore une vulnérabilité. Donc, pour moi, se contenter de ça, franchement, non. Il y a beaucoup d'autres... il y a notamment l'atelier paysan qui travaille beaucoup sur des outils low-tech. Alors, low-tech, ça ne veut pas dire que les bras. Mais en fait, des outils beaucoup plus sobres en conception, en fabrication, en utilisation et en réparation et tout ça. Donc, en fait, il faudrait avoir quelque part des filets de secours, ne serait-ce qu'en mode dégradé, également au niveau des outils de production.
Donc non, en fait, pour moi, hein, tout basé sur la génétique, la robotique et le numérique, je dis bien tout, ça serait terriblement imprudent et ça serait en fait remettre une pièce dans la machine concernant la vulnérabilité de nos territoires et donc même de l'ordre public. La troisième question, donc oui, à Tours, j'avais été programmé donc à la Chambre d'agriculture pour intervenir, pour présenter ce sujet par le groupe de presse La Nouvelle République. Et du coup, deux jours avant, j'apprends que le ministre souhaite assister et participer à cette intervention. Donc oui, on a longuement échangé et j'ai l'impression quand même qu'il prend la mesure des limites du tout marché et que une bonne partie de notre alimentation doit être reterritorialisée et les PAT sont un début de quelque chose, mais à condition, comme le propose également donc le sénateur Marchand, hein, donc on est aligné, hein, sénateur Marchand et moi là-dessus, c'est que ils deviennent systémiques. C'est-à-dire que, en gros, les PAT, qui pour l'instant ne sont pas obligatoires, jusque-là, jusqu'au plan de relance, n'avaient même pas les moyens de fonctionner et ne sont pas encore supérieurs aux documents de planification territoriale, en fait, il faudrait qu'ils soient systémiques et qu'ils soient au-dessus des documents d'urbanisme, des documents de planification territoriale. Voilà. Sinon, on s'amusera, ce sera un gadget et ça ne sera jamais à la hauteur des enjeux et des envies localement aussi. Hein, beaucoup d'envies et de gens comme vous ont envie d'aller plus loin et plus fort sur cette question-là. Et seule une compétence alimentation peut permettre d'aller loin et fort là-dessus. Donc l'objectif, c'est pas de créer des territoires en autarcie et tourner le dos aux autres territoires, c'est pas ça. Mais qu'il y ait au moins un minimum, un filet de sécurité alimentaire, qui est en gros, comme je le dis depuis des années, hein, en gros 2 axes qui marchent sur 2 pieds. Un axe reterritorialisation, mais un axe aussi préparation des populations, là aussi. Et dans la préparation des populations, il y a aussi le régime alimentaire. Et là, je fais le lien un peu avec votre question. Est-ce qu'on peut avoir autant de gens qui mangent autant avec le peu de terre qui reste et de production? Ça fait partie, évidemment, de la question. Le régime alimentaire, oui, plus on mange de viande, plus il faut des terrains. D'accord, je ne suis pas anti-viande, mais on en mange trop, ça c'est clair. On en mange trop. Et revenir à une consommation carnée responsable, bonne pour la santé de nos territoires, notre santé physique et l'ordre public, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc en fait, on ne pourra pas faire à l'économie de mettre en parallèle les ressources et la population. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire forcément au niveau local, hein, parce que sinon on fout des murs et puis on tire sur tout ce qui arrive. C'est pas ça. Mais qu'il y ait au moins un filet de sécurité qui permettrait de faire réfléchir sur du bon sens. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. On a perdu le bon sens. Le bon sens paysan. On n'a plus de paysans, on n'a plus de bon sens. On cumule. Mais là, il va falloir, par les faits et par la force, de toute façon, le cerveau humain, il est con. Hein. Il comprend les choses que quand il les ressent dans sa chair. L'anticipation, ça sera pour plus tard, en fait, encore ce qu'on dit. Donc, en fait, je pense que des mises en situation, en gros, des stress tests, comme je le fais avec les élus, ne peuvent être que des choses qui peuvent faire comprendre où c'est qu'on en est, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'il faudrait faire, à quel rythme, avec qui, avec quel type de dispositif et tout ça. Donc en fait, tant que tout fonctionne, autant le faire. Hein. Tant que tout fonctionne. Oui. Rémi, il reste encore des paysans, faut
vous inquiétez. Non, mais c'est par rapport aux millions qu'il y avait encore il n'y a pas longtemps. Donc, paysan éleveur à Plessé et aussi élu en fait à Plessé et puis à Redon agglomération. Moi, c'était une question plutôt en fait sur l'ordre de l'aspect social en fait. Comment on peut emmener en fait votre projet en fait vers la sécurité sociale et alimentaire, parce que c'est plutôt ça en fait moi qui me faisait peur en fait dans la résilience alimentaire, c'est plutôt en fait l'accès en fait à une nourriture de qualité pour toutes et tous, et du coup de pas avoir en fait un clivage en fait de classe sociale en fait dans l'accès à cette nourriture là, de un, et puis de l'autre côté aussi chez les agriculteurs, voilà, on le voit très bien en fait, il y a une grosse part en fait de l'agriculture qui prend la plus grosse part en fait de la politique agricole communale. C'est pas mal. Politique agricole communale, c'est rigolo ça. On va le garder. Ah oui, non, mais en fait, c'est une déviance de notre part parce qu'on a mis en place une politique agricole communale à Plessé. Et du coup, je parle que de ça maintenant. Donc c'est un peu. Mais du coup, voilà, comment la PAC justement, mais européenne, peut être faite autrement, en fait, justement, par rapport à votre sujet, en fait, au niveau de la sécurité alimentaire, voilà. Alors il y a deux questions là-dedans. Mais elles peuvent, évidemment, tout est lié. Vous parlez de la PAC, donc la PAC, mais commune au niveau européen et pas au niveau de votre commune. Évidemment, la dernière version de la PAC ne répond pas à ça. Il y a un truc qui est quand même, il y a un document que vous ne connaissez peut-être pas, qui a été publié par la Commission européenne le 12 novembre dernier. C'est le Contingency Plan. C'est le plan d'urgence visant à garantir la sécurité alimentaire en temps de crise. Voilà. Et en fait, c'est une communication à l'attention du Conseil de l'Europe, donc des gouvernements, du Parlement européen, du Comité des régions et du Conseil économique et social environnemental européen, qui dit voilà, pendant le Covid, on a eu chaud. Il y a eu vraiment des questions et des points de fragilité qu'on a identifiés, tout ça. Des pandémies et des cyberattaques, on va en connaître, et pas des petites. Donc, il faut se préparer. C'est écrit comme ça. Donc, il propose, d'ailleurs, que chaque pays, sans mélanger les compétences de l'Union européenne et des pays, que chaque pays, en fait, se démerde un peu chez lui, avec ses territoires, pour préparer également les populations, les agriculteurs, les collectivités locales. C'est écrit noir sur blanc. Et même faire un stress test sur toute la chaîne de valeur. De préparer les populations même à stocker, parce qu'il y a des pays qui ne stockent pas. Hein. Il y en a qui stockent, d'autres non. Donc ce contingency plan, jamais j'aurais cru que la Commission européenne un jour écrive un truc comme ça. Et ils l'ont sorti en fait le jour du vote ou quelques jours après le vote de la nouvelle PAC. Et ils disaient très clairement que la PAC, n'ayant pas musclé ses dispositifs sur cette question, eh bien, la Commission pose ce sujet-là et ça a été voté et adopté par le Conseil de l'Europe, donc les gouvernements, donc au mois de décembre dernier. Donc c'est déjà intéressant de voir qu'il y a cette prise de conscience et l'existence de ce document qui pourrait évidemment être une base pour la prochaine version de la PAC. Merci, on doit conclure parce qu'on a des impératifs horaires. Merci pour cette intervention. Désolé effectivement pour toutes les questions qui n'ont pas pu être posées. Ce qui est intéressant, c'est effectivement vous soulevez beaucoup de questions, mais déjà vous amenez beaucoup de pistes de réponses. Et l'intérêt ici, c'est chacun dans nos responsabilités, dans nos mandats, et bien déjà ça nous ouvre effectivement des moyens pour agir. Et je crois que c'est un moment, ce croisement, ce cumul des actions qui nous permet aussi d'aller plus loin et d'envisager effectivement les questions de sécurité alimentaire de façon pleine et entière. On le voit ici par les territoires que nous représentons et le fait qu'il y a un maillage territorial qui existe dans cette salle, et aussi par le fait des institutions, des collectifs que nous représentons. Il y a une prise de conscience aussi à différents niveaux, la production, la transformation, la distribution notamment, et les collectivités locales, puisque ce sont des acteurs essentiels dans à la fois
dans ses actes et ses actions, je dirais, qui sont quasiment militantes de résilience, et d'autre part, effectivement, dans une prise de conscience, parce que la prise de conscience des populations, eh bien, elle ne se fera que parce qu'il y aura eu une prise de conscience de celles et ceux qui sont en responsabilité et qui auront à un moment eh bien, la possibilité, la tâche ou l'envie eh bien, de poser ces questions-là et de les rendre publiques. Parce qu'à un moment, il faut que ces questions-là elles soient rendues publiques pour qu'on s'y intéresse. Voilà. Je ne vais pas paraphraser l'ensemble des éléments que vous avez faits et que vous avez proposés. Merci encore de votre intervention. Et puis, je pense que eh bien, vos coordonnées, beaucoup de personnes présentes ici les ont notées, vont peut-être vous recontacter, y compris dans le cadre des formations que vous faites. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour déjà l'accueil et de m'avoir permis d'exposer cet angle du sujet, mais vous traitez également, il ne m'avait pas attendu pour faire des choses, évidemment. Il y a un truc que je n'ai pas eu le temps de présenter, c'est en fait les défis locavores que j'organise. Si on avait eu 4 minutes, j'aurais mis la vidéo, mais bon, comme elle les a pas, je ne mets pas. Et en fait, ça fait 4 ans que je tourne à travers toute la France pour présenter mes défis locavores à bas carbone. En fait, je propose à des associations, des familles, des cantines ou autres de relever mon défi qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher, et bas carbone. Donc local, moins de 51 km autour de l'assiette. Chic, donc très très bien présenté avec 3 plats minimum. Et pas cher, moins de 9,50 € par personne, coût matière, mais correctement payé au producteur. Je répète, correctement payé au producteur. Moi j'arrive avec le pinard. Et bas carbone, moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. C'est tout simplement le budget carbone par jour issu de la COP21 des accords de Paris, c'est-à-dire notre consommation de carbone pour l'alimentation que l'on devra avoir en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Mais ça, on a signé un truc, personne n'est allé l'expliquer après. Donc je me suis dit, à quoi ça correspond la neutralité carbone, c'est-à-dire 2 tonnes de budget carbone par personne et par an pour tout faire, donc se chauffer, se déplacer, manger, tout ça. Et donc ça fait 600 kilos par jour, par an, pour la nourriture, ça fait 1,6 kg. Et avec ça, tu te démerdes. Donc en fait, c'est une manœuvre pompier. Je plante mon compas géant dans l'assiette, un compas géant de 51 km. Et là, en fait, on est obligé de regarder enfin et à nouveau en face notre territoire qu'on a oublié depuis les énergies faciles. Et là, on voit ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'il faudrait faire, avec qui, et on tire le fil de l'économie, l'écologie, le lien social, la sécurité, tout ça, et on met les dispositifs en face, ça qui existe déjà, comme vous l'avez dit, les PAT, les PCAET, les plans communaux de sauvegarde, plans intercommunaux, les SCOT, SRADET et tout ça. Donc en fait, ça permet de partir du concret pour aller après, pour élargir. Voilà, donc en fait, le premier tournage, je le dis parce que c'est la semaine prochaine, donc j'adapte ça pour la télé maintenant. Donc, c'est la métropole de Nice qui m'a passé commande. Donc, on passe 1 semaine à filmer. D'ailleurs, c'est la chargée de mission PAT qui a relevé le défi. Et la semaine d'après, c'est le conseil départemental de la Nièvre qui m'a pris donc, des formations pour élus et cet épisode de 26 minutes qui va commencer par les télés locales en diffusion. Donc voilà, donc pour dire, je le dis parce que c'est aussi l'actualité, mais c'est aussi comment arriver à amener le sujet chez les gens, parce qu'il y a des histoires d'élus avec les sigles imprononçables et tout ça, c'est une chose, mais il y a aussi les gens, et c'est à travers le concret, c'est comme les petits débrouillards qui disent, c'est faire pour comprendre, pour agir. C'est comme le réchauffement climatique, on le comprend que quand on le vit dans sa chair. Et bien là, cette question-là, c'est pareil, c'est à partir du moment où on cuisine et on fait avec ce qu'on a et on se rend compte des choses. Voilà, je voulais terminer dessus, mais on parle de bouffe, d'alimentation, on va dire, et c'est le moment. Voilà, je vous remercie.